Là. Bonjour. Bonjour. Je cherche alors Annick Coste. Tu m'entends? Je vais la mettre en co-animation. Tu m'entends? Vous appelez 42. Anne-Marie, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Je vais te mettre en co-animation. Ça marche. Voilà. Et pour l'instant, j'attends. Vous détendre. Vous échangez en toute simplicité sur vos sentiments. Oui, à part qu'il y a des caméras et bientôt des millions de téléspectateurs. Exactement. Alors essayez de vous attendre. Ah, Thierry Chevalier, voilà. Thierry Chevalier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Thierry Chevalier devient co-animateur. Bonjour Thierry. Bonjour. 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 Alors, si vous voulez bien, fermez vos caméras et vos micros, sauf, bien sûr, Thierry Chevalier, que je ne vois pas. Je suis. Voilà, c'est parfait. Je vous vois. Donc, vous êtes co-animateur, donc il n'y a pas de problème pour partager l'écran. Vous pouvez faire un petit essai si vous voulez. Ouais. Et moi, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu l'invitation, donc je vais m'éclipser un moment, enfin m'éclipser, ça veut dire passer sur autre chose pour renvoyer l'invitation. Ça marche, c'est bon. C'est bon, vous pouvez le retirer. Parfait. Alors, je suis en train d'essayer d'inviter quelqu'un qui n'a pas reçu l'invitation. Il y a quelqu'un à Bonjour. droite, Anne-Marie, qui a dit qu'elle a réussi à se connecter en demandant les codes à un collègue. Alors, regarde le chat. Ah, d'accord. Si c'est peut-être Bonjour, cette Madame personne. Elental. Je vous avais envoyé un mail parce que je n'avais pas les codes. J'ai Oui, une collègue qui m'a envoyé les codes, donc je me suis bien connectée. vous êtes Madame Delacour? Oui, c'est ça. Bon, alors je peux quitter mes mails ou j'essayais de vous joindre. Parfait. Madame Lilienthal, moi pareil. Monsieur Ananidis. Parfait. Bonjour, Bon, Andrea. écoutez, Bonjour. voilà, bonjour tout le monde. C'est bien, donc tout le monde est en train d'arriver. Anne-Marie, est-ce qu'on me voit suffisamment ou il faut que je mette plus d'éclairage? Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Il y a un peu le reflet dans vos lunettes, mais Ah, ça, je suis désolé. Ici, tout de suite, il va y avoir un souci. alors restez avec vos lunettes, restez avec vos lunettes. Voilà, ceux qui rentrent, s'ils peuvent couper micro et caméra. Et on affiche sur l'intervenant. Voilà. Attends, je vérifie le chargement.
Voilà. Voilà. Ça charge. Voilà, on est 44 participants. Là, ça monte, ça arrive. 45. Elle a déjà commencé ta réunion? Voilà, essayez de couper vos caméras micros, surtout les micros. Caméra également. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Jamais s'il marche mon micro ou pas. Voilà, donc Jamais si mon micro marche dans ou pas. il est 17h29. Donc, dans quelques instants, je vais démarrer la présentation et après, je vous donnerai la parole. Thierry. Pas de souci. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde. Les motorités hybrides sont les chez Renault. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. 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 Ouais, c'est bon. Voilà, écoutez, j'aime bien commencer à l'heure. Donc, je vais demander vraiment à tout le monde de couper micro et absolument les micros. C'est possible caméra, ça, c'est pas obligé. Voilà. Et donc, je vais être là, on est déjà à 78, donc je pense on est tout à fait habilité à commencer la séance de ce soir. Et donc, on est très content d'accueillir Thierry Chevalier, qui est lyonnais, qui visiblement est à Paris en ce moment, mais on ne s'en aperçoit pas puisqu'il est enfermé. Et donc, c'est un lyonnais d'adoption puisqu'il y a fait ses études et il y est toujours. C'est d'abord un Savoyard de Chartreuse, mais qui préfère la Maurienne. C'est un montagnard qui nous vient ce soir. Il a commencé sa carrière comme instituteur, enfin professeur des écoles, mais à cette époque-là, ça s'appelait instituteur. Et puis, il a fait des études de géologie et du coup, a une chaire à la Cato de Lyon en géologie, tout en faisant de la formation, formation continue, formation premier, second degré, etc., et responsable de formation continue.
puis quand la chaire de géologie de la Cato s'est fermée, il a été nommé à la direction de l'ISFEC de Lyon, l'ISFEC Saint-Julien de Caluire. Donc Caluire, c'est au nord de Lyon, et pour ceux qui sont cinéphiles, c'est le site de l'Armée des Ombres de Melville, où on voit Signoret qui grimpe vers Caluire, etc., dans les fourgonnettes de l'époque. Voilà. Donc l'ISFEC de Lyon, c'est un lieu avec 150 formateurs, etc. Donc notre ami Thierry Chevalier est à la tête d'une grosse équipe qui, en gros, avec laquelle il a pas mal travaillé sur des questions, bien sûr, de didactique des sciences, qui est son dada principal, mais aussi en neurosciences. Et il y a eu un grand tournant qui nous amène d'ailleurs à ce soir. C'est le moment où il a commencé à travailler avec Jean-Pierre Lachaud. Est-ce que vous pouvez couper tous les micros, s'il vous plaît? Voilà. Donc, en neurosciences, donc avec Jean-Pierre Lachaud, avec lesquels ils ont lancé, fait tout un système d'expérimentation. Alors Jean-Pierre Lachaud, vous recevrez comme d'habitude la liste de ressources de Canopé, où vous aurez, donc c'est un chercheur du CNRS, un directeur de recherche du CNRS qui a publié le cerveau attentif, le cerveau funambule, les petites bulles de l'attention, toutes ces choses qu'on connaît plus ou moins. Et vous en aurez la liste dans la liste de ressources de Canopé que vous recevrez après la conférence. Et donc, ils ont travaillé ensemble sur le fameux projet de l'INSERM, le projet Atoll. Alors, Atoll, ce n'est pas la boisson précolombienne, hein, c'est quelque chose de tout à fait autre qui est lié à l'éducation, qui est attentif à l'école. Et ça a été tout un travail d'expérimentation avec l'équipe justement de Saint-Julien, Caluire, et puis une dizaine d'établissements de l'Académie de Lyon, d'enseignement catholique de l'Académie de Lyon, auxquels se sont joints des établissements publics. Donc, toute une expérimentation qui a abouti à des outils qui ont été donc mis à disposition des enseignants et de formation, etc. Actuellement, il y a un autre projet qui est en route, qui est ADOL, hein, sont les adolescents. Hein. Donc, c'est le Atoll, c'est l'atoll des ados. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans toute cette mouvance-là, que ce soir, on se retrouve avec Thierry Chevalier, qui va vous expliquer combien sont importants les outils pour améliorer l'attention, combien la connaissance du cerveau est importante même pour les élèves, combien il est important de former d'avoir une bonne connaissance scientifique et de former les maîtres dans ces domaines-là, et que tout ce travail sur l'attention pour l'école rejaillit sur toute la vie quotidienne des enfants, des adolescents et j'allais dire des adultes aussi que nous sommes. Voilà, j'ai certainement été incomplète, mais peut-être que Thierry pourra compléter dès qu'il aura repris la parole, que je lui cède volontiers. Merci, à vous. Merci Anne-Marie. Donc, je vais partager mon écran. Vous me confirmiez que c'est tout bon. Est-ce que l'écran est disponible ou pas? Ça marche. Oui. Ça marche. Je profite juste du moment où vous allez commencer pour dire qu'à partir de 6h15, vous pourrez commencer à poser des questions sur le chat. Et avec Annikos, nous allons les reprendre et les retraduire à partir de 6h30, 7h moins 20 pour la dernière demi-heure. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous redonne la parole. Donc, merci à Anne-Marie d'avoir fait cette présentation que je ne compléterai pas parce qu'après, ce serait de l'égocentrisme, donc ça suffit. En revanche, il me paraît important de préciser dans quel cadre je suis en mesure de faire cette conférence. C'est effectivement un projet de recherche que l'on a mis en place avec Jean-Philippe Lachaud de l'INSERM à la suite d'une formation de formateurs. Non, pas spécialement. Nous sommes aujourd'hui le 10. Bon, pas demain, pas vendredi.
S'il vous Et plaît. si vous voulez, à partir du 18-19, c'est bon. Je pense qu'Anne-Marie doit Même pouvoir comme du 15, régler hein, pour éteindre tous les micros de tout le monde. Oui, je pense aussi. Bon, on va le faire le plus vite possible. Ça dure combien de temps, madame? Oh mince. Bon, alors Merci Anne-Marie. Et donc, un projet de recherche suite à une formation de formateur sur les neurosciences. Et à la suite de ça, Jean-Philippe Lachaud nous a demandé si ça nous paraissait intéressant et pertinent de participer à un projet il y a 5 ans de cela maintenant, un peu plus même, 5 ans et demi, sur un développement d'un programme scolaire pour travailler la question de l'attention chez les élèves. Alors, initialement, cette idée lui est venue de 2 points. D'une part, sur un plan personnel, familial, puisqu'il avait une enfant qui était à l'école maternelle et qui lui disait de temps en temps, tiens, regarde comment je me concentre, regarde comment je suis attentif, regarde comme je fais bien les choses, etc. Alors, c'est vrai qu'il avait une enfant qui était peut-être particulièrement mature, on est certain. Et puis, deuxième élément, il travaillait sur des personnes avec un certain nombre de maladies, donc, puisque le laboratoire de l'INSERM sont installés dans un hôpital dit psychiatrique. Et donc, du coup, il avait la possibilité d'étudier, grâce à des analyses, et notamment des électroencéphalogrammes, les réactions du cerveau lorsqu'on mettait les gens en situation de lecture, en situation d'écoute avec une perturbation, etc. D'où le développement de toute une théorie scientifique. Et puis, à la suite de ça, mais comment transposer ça dans l'école? Alors, je vous propose de faire 2 temps dans cette conférence. Un premier temps sur chez nous, dans le quotidien. C'est quoi un cerveau attentif et pourquoi sommes-nous distraits? Je crois que c'est absolument nécessaire d'en passer par là parce que ce qui peut être travaillé chez les élèves peut également être travaillé chez tout adulte, chez tout jeune, chez tout adolescent, pas seulement dans le cadre scolaire, mais dans le cadre familial ou dans le cadre de la société telle qu'elle nous apparaît actuellement. Et le pari que l'on fait sur le programme ATOL, c'est bien de dire, une fois que les élèves auront construit un parcours d'apprentissage de l'attention, tous les outils qu'ils en auront retirés, ils pourront les utiliser dans leur vie de futurs citoyens ou dans leur vie de citoyens à toutes les étapes de la poursuite de l'apprentissage, lycée, université, mais également dans le cadre du milieu professionnel. Et donc, on va interroger d'une part les idées reçues, voir quels sont les éléments physiologiques qui montrent que l'attention, c'est effectivement un problème physiologique. Et puis après, dans une deuxième partie, on ira plus franchement sur le programme ATOL pour voir comment est-ce que les enfants peuvent s'approprier cette connaissance de l'attention. Et comment est-ce que, grâce à des outils tout simples, on peut les aider à éviter les distractions que leur offre le cadre scolaire et le cadre quotidien. Alors, tout d'abord, on a un certain nombre d'idées reçues. Et je vous montre une première photo, une première image, où effectivement, ça c'est une situation que tout le monde connaît, que tout le monde malheureusement utilise, bien qu'il y ait de plus en plus de dispositifs sans fil, etc. Mais en attendant, ici, on est dans une situation, alors non seulement dangereuse et délicate, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais surtout dans une situation où le demande à notre cerveau à la fois de faire des gestes automatiques que sont la conduite, mais une connaissance de l'environnement dans lequel on se déplace, qui est le feu rouge, qui est la priorité à droite, qui est le vélo qui arrive sur notre côté, et puis une troisième situation qui est de prendre le téléphone pour répondre à quelqu'un
Et donc, du coup, répondre à quelqu'un, ça demande une certaine concentration, ne serait-ce que pour comprendre la phrase et comprendre son interlocuteur. Donc, cette situation-là est un élément fondamental pour dire attention, l'attention nécessite un certain nombre de repères et nécessite un certain nombre d'obligations sur lesquelles on va construire notre programmateur. Voilà une deuxième situation, alors peut-être moins courante, mais en attendant, hormis les gestes, ici, répondre au téléphone et puis écrire un SMS et puis couper les cheveux, hein, mais ça pourrait tout aussi bien écrire un SMS et traverser la rue, par exemple, hein, deux situations dans lesquelles on demande à notre cerveau d'être présent et de faire des réponses motrices, d'une part taper sur un clavier pour écrire le message, d'autre part ici couper les cheveux ou traverser la route sur un passage flotté, deux actions motrices qui demandent des situations cérébrales, des orientations cérébrales qui sont incompatibles. Alors finalement, on interroge ici d'une part l'attention, mais surtout la distraction dans la vie courante. Et dans une société où on est connecté via nos téléphones, via la session Zoom que vous avez ici, voire de l'hyperconnexion, qui pendant cette session Zoom va pouvoir répondre à ses mails, va peut-être répondre à un SMS, ou va peut-être regarder si son four est bien en situation de déclenchement. Je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit. Hein. Donc, du coup, sommes-nous tous attentifs à ce que je dis là? Je peux être inattentif parce que l'intervenant ne me plaît pas. Je peux être inattentif parce que je fais autre chose. Je peux être inattentif parce que mon enfant qui est juste à côté de moi me pose une question. Comment est-ce que moi, je peux porter mon attention dans la conférence et à quel moment ai-je le droit ou non de me déconnecter? Parce que je crois que s'il y a un besoin d'attention pour mener une tâche, il y a aussi une nécessité de prendre un temps de déconnexion vis-à-vis d'autres tâches. Je vous mets tout de suite dans une situation, alors là on est plus du côté de l'apprentissage, une situation qui pourrait être posée à n'importe quel élève, alors peut-être pas avec cet exercice-là, mais à d'autres exercices. En regardant d'un seul jet, en une seule fois, les formes qui sont à l'écran, êtes-vous en mesure de dénombrer les losanges gris, les étoiles noires et les carrés noirs? Alors, bien évidemment, la réponse est quasi toujours la même, c'est non, ce n'est pas possible. Soit je prends les losanges gris, puis je les compte, puis je prends les étoiles noires, puis je les compte, puis je prends les carrés noirs, puis je les compte. Soit on se met à 2 ou à 3 personnes pour faire l'exercice ensemble, de façon à collecter les réponses, mais en tout état de cause, notre cerveau ne peut pas résoudre ce bête problème parce que c'est un bête problème, c'est pas compliqué, mathématiquement c'est pas compliqué, il suffit de savoir compter au moins jusqu'à 15, reconnaître des formes, reconnaître des couleurs, ce n'est pas compliqué. Et qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, on est dans cette situation-là et cette vignette est issue de la BD Être attentif à l'école, hein, le BD que Jean-Philippe Plachot a édité aux éditions Odile Jacob et que vous aurez dans la biblio. Donc, notre cerveau, lui, est dans l'incapacité d'évoluer et de résoudre des problèmes aussi simples. Quels sont ces problèmes? Le problème numéro 1, le cerveau souffre et impression de stress. Et ça, je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont dans la salle, hein, un certain nombre de personnes qui sont dans des situations professionnelles parfois un peu délicantes, se stressent
est très souvent lié, outre le fait qu'on est dans une situation sanitaire un peu spéciale, mais ce stress est très souvent lié au fait qu'on doit résoudre en permanence plusieurs problèmes à la fois. Et pour ça, ça nous amène à un problème numéro 2. Pour résoudre plusieurs problèmes à la fois, il faut garder en mémoire ce qui relève de l'objectif A et garder en mémoire ce qui relève de l'objectif B. Et ça, sur le plan de la mémorisation, ce qu'on appelle la mémoire de travail, la mémoire à court terme, ce n'est pas possible. Et là, très clairement, tous les neuroscientifiques disent non, ce n'est pas possible puisqu'on demande à la même zone cérébrale de faire 2 tâches différentes. Le problème numéro 3, c'est un processus de tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Si on reprend l'exemple du conducteur qui téléphone, ou si on reprend l'exemple de la mère de famille qui écrit son SMS et qui coupe les cheveux de sa fille, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de téléphoner, auquel cas on s'arrête, ou est-ce que c'est de conduire, auquel cas on pose son téléphone? Qu'est-ce qui est important? De résoudre le SMS, et donc de répondre à son interlocuteur, ou de couper les cheveux de sa fille. Voilà. Il y a donc des décisions à prendre lorsque notre cerveau souffre. Problème numéro 4, toutes les parties du cerveau n'ont pas la même idée de ce qui est important et elles sont généralement en conflit. Là, j'y reviendrai notamment dans le cadre du programme Atoll où on montre très clairement aux élèves pourquoi ces parties du cerveau n'ont pas la même idée de ce qui est important. Mais pourtant, notre cerveau est d'une très grande complexité. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de neurones, vous avez déjà entendu parler d'hémisphères, vous avez déjà entendu parler de matière grise, de matière blanche, etc. Voilà des images un peu extraordinaires de l'intérieur de notre cerveau. Ici, ce sont des images, ce qu'on appelle des images en fausse couleur suite à des analyses IRM de la matière blanche. Cette matière blanche, c'est le lieu de concentration entre la base cérébrale, qui est plus vers notre cou, et le sommet du crâne, que l'on appelle l'encéphale, et qui recouvre tout l'intérieur de notre cerveau et qui donc entre en contact directement avec la boîte crânienne. Et entre ces deux ensembles, vous avez une multitude de réseaux de connexions qu'on appelle les axones des neurones. Alors, vous les avez sous différents plans. Ici, sur un plan méridien, avec tous ces neurones qui, sur la vignette en bas à gauche, excusez-moi, tous les neurones qui remontent vers l'encéphale. Ici, sur la photo en bas à droite, tous les neurones qui rejoignent le cervelet notamment, et ce qu'on appelle en bas vers la moelle épinière le bulbe rachidien, etc. Notre cerveau est foisonnant de neurones. Il a environ 100 milliards de neurones et pourtant, notre cerveau ne peut pas faire une chose simple, dénombrer en discriminant. Et ça, c'est l'exercice que vous aviez tout à l'heure avec les étoiles, les losanges et les carrés. Pourquoi il ne peut pas faire une chose aussi simple, dénombrer en discriminant? Et tout simplement parce que notre cerveau est attaché à un corps qui lui a des contraintes. On n'a que 2 yeux, on n'a que 2 mains, on n'a qu'une bouche, on n'a que 2 pieds, etc. Donc, la réponse éventuelle que le cerveau pourrait apporter à une demande de résolution d'une tâche ne peut être de toute manière exercée qu'avec ses 2 mains, si c'est une réponse motrice. Lorsqu'on demande de lire les étoiles, les losanges, les carrés, etc., il faudrait que l'on ait 3 yeux, un œil par forme, et il faudrait en plus que ces yeux soient indépendants l'un de l'autre.
ce qui n'est pas la réalité, parce que lorsque vous orientez vos yeux soit sur la gauche, soit sur la droite, en haut, en bas, vos deux yeux, dans un fonctionnement normal, suivent la même direction. Et ceci pour avoir une vision en 3D notamment, etc. Donc, on a un vrai problème. On a des contraintes du corps. Et donc, ces contraintes engagent une réponse neuronale avec une alternance nécessaire, connexion pour résoudre une tâche, déconnexion pour se déconnecter de cette tâche et aller en résoudre une seconde. Donc, on va répondre successivement à différentes tâches et on ne peut pas répondre en même temps à différentes tâches. Quand on regarde et quand on veut expliquer ça aux élèves, eh ben, on leur propose une vignette toute simple où on a des réseaux de neurones qui sont représentés par ce neurone en bleu, deux neurones en bleu, avec cette couronne au-dessus qu'on appelle des neurones chefs. Un neurone chef égale un réseau de neurones. Et ces deux neurones chefs se disputent en disant non, dans cette tâche, c'est moi qui vais avoir raison, non, dans cette autre tâche, c'est moi qui vais avoir raison, etc. Donc, chaque réseau de neurones va dire ce qui est important et ils ne sont pas toujours en accord les uns avec les autres. Donc, le programme ATOLT va non seulement demander aux élèves d'essayer de définir ce qu'est l'attention, mais également demander aux élèves de prendre conscience que si je ne prends pas de décision pour résoudre une tâche, à ce moment-là, je vais faire souffrir mon cerveau en termes de résolution. Alors, où se situe le problème? Et là, on va voir quelques éléments de nature physiologique. Tout d'abord, si on veut se renvoyer à une image un peu quotidienne et informatique, notre quotidien utilise des failles de sécurité de notre cerveau qui font dévier notre comportement vis-à-vis de la tâche. Le matin, vous vous mettez devant votre ordinateur et vous avez à répondre à un mail. Vous commencez à répondre au mail et un coup de téléphone. Vous répondez à ce coup de téléphone. Puis, à l'issue de ce coup de téléphone, vous voyez qu'un autre mail arrive, que vous allez ouvrir et on vous demande de lire un texte. Et moyennant quoi, au fur et à mesure, le mail auquel vous avez commencé à répondre le matin, tôt le matin, alors que vous étiez frais et dispo, à 8 heures du matin, vous vous apercevez qu'au bout d'une heure et demie, 2 heures, vous n'avez toujours pas répondu à ce mail initial. Que s'est-il passé? Votre quotidien, le coup de téléphone, l'autre mail qui arrive, la lecture d'un document, a fait dire à votre cerveau, c'est ça qu'il faut faire, et on laisse de côté l'autre tâche. Et donc, du coup, on se comporte comme si c'était notre quotidien qui nous imposait des priorités. Or, le but de ce programme ATOL, c'est bien de se dire, c'est aux élèves, c'est aux individus de dire où sont les priorités de gestion. Deux sources physiologiques qui entraînent et qui sont à l'initiative de ça. D'une part, sur le circuit de la récompense. Par exemple, on est dans une situation de cours, comme maintenant, là, si vous voulez, ou un étudiant dans un amphithéâtre, encore que ces temps-ci, c'est un petit peu plus rare, et puis arrive dans sa poche une vibration, je sors mon téléphone et je vais regarder le SMS ou le WhatsApp qui m'arrive, et en plus, c'est mon petit copain ou ma petite copine, donc c'est la gratification immédiate, c'est sûrement plus intéressant que l'intervenant qui prend la parole. Une autre source physiologique, c'est qu'on met en mouvement les mêmes circuits neuronaux. Et donc, du coup, il y a saturation du système. Saturation du système, et je vais reprendre notre exercice de tout à l'heure, où vous reconnaissez les étoiles, les losanges et les carrés.
Et ici, vous avez la réponse. Bien évidemment, vous l'aviez trouvée dans le temps très court que je vous ai imparti. Et cet exercice, quelle est la situation exacte de cet exercice? Sur le plan physiologique, lorsque vous faites une tâche aussi simple que cela, vous faites appel à 3 éléments de votre cerveau. D'une part, vous excitez ce que l'on appelle le cortex visuel, qui est représenté par le triangle gris. Vos yeux constatent la forme, envoient l'image de la forme dans le cortex visuel, et donc du coup, vous avez cette image qui est enregistrée dans le cerveau. Puis, quelle est la tâche qu'on vous demande? On vous demande de compter ce nombre de formes qui ont la même forme et la même couleur. Donc, du coup, le cerveau va engager tout un système de neurones qui vont aller dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et c'est le petit rond marron où l'opération d'exécution de la tâche va se situer à cet endroit-là. Je dois identifier la forme, identifier la couleur, mettre en cohérence forme et couleur et compter le nombre de formes qui ont la même couleur. Et puis après, troisième opération, représentée par le carré vert, c'est indiquer soit à l'écrit, soit à l'oral, le nombre, puisque c'est un nombre qu'on me demande. Donc cette opération-là, puisqu'on me demande de faire sur les étoiles noires, sur les losanges gris et sur les carrés noirs, elle va être faite une fois pour les étoiles noires, une deuxième fois pour les losanges gris et une troisième fois pour les carrés noirs. Donc vous voyez que physiologiquement, j'intercepte par la vision 3 fois mon cortex visuel, par la décision que je dois prendre 3 fois mon cortex préfrontal, et puis sur la donnée chiffrée que je dois restituer, soit à l'écrit, soit à l'oral, 3 fois la zone motrice qui me permet soit de prononcer, soit d'écrire. Donc, vous avez une saturation des mêmes zones du cerveau pour un exercice qui, a priori, est très simple. Imaginons que l'on ait 3 personnes pour résoudre cet exercice, auquel cas on va se trouver dans cette situation-là, très simple. Une personne va résoudre l'exercice pour les étoiles noires, une deuxième personne va résoudre l'exercice sur les losanges gris, etc. Et donc, du coup, il n'y aura pas saturation pour chacune des personnes, puisque chacune des personnes va exécuter la tâche qui lui est demandée. Alors ici, je vous propose un petit film, un enregistrement d'images cérébrales, et vous allez voir la manière dont on perçoit le cerveau. Voilà. Vous avez ici un allumage, une zone qui devient beaucoup plus chaude dans le cerveau, sur le cerveau en haut à gauche, qui est rouge, d'accord? Ici, très clairement, cela nous indique que ce cerveau met en place des neurones qui ont besoin d'être alimentés, et notamment d'être alimentés en dioxygène, d'où l'afflux de sang à ce niveau-là. Sur le cerveau en bas à gauche, vous avez une toute petite zone bleue, d'accord, où ici les neurones sont activés, mais finalement extrêmement faiblement. Que nous disent ces images? Simplement que sur la ligne du haut, on est sur une activation du cerveau avec une attention extrêmement forte. Ici, sur la ligne du bas, on est sur une attention du cerveau, mais très fortement distrait. Et on voit bien la réponse différente entre la ligne du haut avec cet éclairage rouge et la ligne du bas avec cet éclairage bleu. Les neurones n'ont pas besoin d'être alimentés de la même manière parce que pour les uns, ils sont actifs
et pour les autres, ils sont inactifs. Je vous remets la vidéo pour que vous puissiez bien voir l'activation des neurones. En haut, très actif, avec attention, et en bas, particulièrement peu actif, avec une très forte distraction. Voilà avec des images fixes. Qu'est-ce que c'est qu'une distraction? C'est une réaction de nos réseaux neuronaux locales et brefs, et notamment dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire sur la partie avant du cerveau que l'on peut apercevoir sur l'image complètement à droite. En revanche, cette réaction, elle peut être relativement importante, et ici sur la partie de gauche, sur nos deux figures de gauche, où vous avez ici une petite zone orange, ou orange voire rouge, qui est fortement active. Ici, on était dans le cas d'une écoute sonore. Si je prends dans un système fortement attentif, on retrouve bien sur la gauche, sur les cerveaux de gauche, la zone de l'écoute sonore, mais une zone particulièrement riche en afflux sanguin. Donc l'écoute est bien plus importante et bien plus attentive. Et on voit qu'il y a un envahissement du lobe frontal sur le cerveau de droite, avec ces grosses taches rouges qui indiquent l'afflux sanguin. Et donc, du coup, là, le cerveau est en train de mettre en place la réponse appropriée suite à l'écoute sonore qui a été instaurée. Et là, on est bien dans une situation d'attention. Finalement, être attentif, c'est quoi? Et quelles conclusions on peut en tirer? Être attentif, c'est être distrait, c'est accepter la déchirure et la séparation. Si on veut être attentif, c'est organiser une certaine forme de résistance, et notamment une forme de résistance devant cette distraction. Et je n'accepte pas la séparation. Quelle solution? Première solution, identifier, prioriser, avec ER ça ira mieux, et éliminer toutes les sources de mauvaises multitâches. Une deuxième solution, prendre conscience que rapidement notre cerveau est perdu, voire stressé. Et la troisième solution, c'est être au clair avec ce que je veux faire, sans nécessairement valider systématiquement l'impression de plaisir, c'est-à-dire le circuit de la récompense. Voilà donc sur notre première partie, comment est-ce que chez un individu, dans son quotidien, quel que soit l'âge qu'il ait, depuis des enfants de maternelle 3 ans jusqu'à nos anciens plus âgés 77 ans, comme dirait Hergé, de 7 à 77 ans. Voilà quelle serait donc l'imagerie physiologique que nous apportent les neurosciences sur la question de l'attention et comment est-ce que cette attention dans notre quotidien est assez fortement perturbée. Alors maintenant, le programme ATOL, dont on va parler maintenant, va nous demander pourquoi apprendre à être attentif et savoir dire non à son cerveau, puisque c'est bien là le fond du problème, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire non à son cerveau. Ce n'est pas toi qui commande, je ne veux pas faire systématiquement appel au circuit de la récompense, par exemple. Alors, c'est quoi notre programme ATOL? C'est d'abord suivre un programme spécifique qui permette de résoudre les failles de sécurité. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, ces fameuses failles de sécurité qui sont titillées par notre quotidien. Non pas de les supprimer, parce que ça, c'est impossible, on n'est pas dans une discipline d'informatique, mais on est dans du vivant,
hein, et on ne veut pas aller s'amuser à enlever et à ôter des bouts de cerveau pour renforcer ces failles de sécurité. Mais il faut être capable de les gérer. Deuxième point, c'est organiser une certaine forme de résistance en développant ce programme à l'éducation de l'attention et déduit de neurosciences. Je vous ai déjà fait un premier aperçu de ce que peuvent nous apporter les neurosciences et on verra au fur et à mesure des éléments complémentaires pour cette question des neurosciences. Tout d'abord, maintenant, on est dans un programme ATOL qui va se mettre en place dans les écoles, dans des écoles de la maternelle jusqu'à la fin du cycle 3. Donc, ce sont des élèves qui sont en situation d'apprentissage. Et dès lors qu'on est en situation d'apprentissage, tout ce que je vis à l'école, tout ce que l'enseignant va me permettre de découvrir, tout ce que je vais retenir, toutes les opérations, par exemple addition, multiplication, etc., je dois être capable de les utiliser dans mon quotidien. Mais pour cela, il me faut un certain temps. Et la notion de temporalité est fondamentale dans tout ce dispositif. Tout d'abord, il y a une temporalité qui est liée à l'interaction neuronale. Et c'est la partie du haut de mon schéma. Avec le bébé ici, avec des électroencéphalogrammes, des imageries du cerveau, etc. Et les trois mots, attention, perception, action, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un processus dynamique qui se mesure en millisecondes, c'est-à-dire que c'est immédiat. Je vois une forme, je regarde dans mon écran, je perçois cette forme. Est-ce que je connais cette forme et auquel cas je suis capable de lui donner un nom? Si je ne connais pas cette forme, alors à ce moment-là, je dois être en situation d'apprentissage. La situation d'apprentissage, qui est la partie médiane de mon graphique ici, cet apprentissage, clairement maintenant, les neurosciences disent qu'on apprend à tout âge. Pourquoi on apprend à tout âge? Parce que le cerveau a ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, et cette plasticité cérébrale peut se développer depuis la naissance jusqu'à la fin du vieillissement. À tout âge, on est capable de constituer, de faire construire des connexions neuronales qui n'existaient pas à un âge précédent. On va prendre un exemple très précis. Une personne qui est dans son entreprise, qui a été embauchée dans l'entreprise avec un niveau d'études juste limite bac, un CAP par exemple, il était recruté dans son entreprise parce qu'il avait des compétences manuelles, donc il a développé un apprentissage manuel avec des connexions nerveuses qui lui permettaient de faire des gestes excessivement fins en termes de manipulation, par exemple pour un horloger, aller chercher le petit rouage qui permet de faire tourner la grande roue, etc. Ou le menuisier qui doit faire un chevron mortaise et autres. Dans cette entreprise, on va demander à cet ouvrier s'il veut prendre en charge une équipe. Et donc, du coup, pour cela, il va avoir besoin de développer des compétences de manager. Donc, il va retourner en formation et les compétences de manager vont lui demander de développer de nouvelles ressources. Comment discuter avec une personne avec laquelle on est en conflit, comment interroger une personne sur ce qu'il vit dans son travail, donc faire une évaluation du travail de la personne, etc. Ce nouvel apprentissage va lui demander de développer de nouveaux réseaux neuronaux, de nouvelles connexions qui vont lui permettre de construire des habitudes nouvelles dont il va avoir besoin pour sa nouvelle fonction. Et puis après, cet ouvrier dans cette nouvelle fonction
on va lui demander d'aller exporter son savoir-faire, par exemple, dans un autre pays. Et donc, du coup, il va y avoir l'apprentissage d'une langue étrangère. Apprentissage de l'anglais, par exemple, etc. Or, on sait pertinemment qu'en CAP, voire en bac pro, les langues vivantes, c'est quand même pas ce qui est le plus apprécié des élèves. Donc, du coup, il va être obligé de construire de nouvelles connexions neuronales. Donc, vous voyez que cet apprentissage peut être relativement court en termes d'années, mais peut être également relativement long au fur et à mesure de notre vie professionnelle et éventuellement de notre vie d'adulte, puis de grands-parents, etc. Et puis, un troisième temps de processus dynamique, c'est le développement de ce cerveau. Et quand on dit développement ici, c'est de la naissance à la mort avec la partie juvénile du cerveau, puis un développement assez extraordinaire au fur et à mesure que l'on est en contact avec la société, que l'on participe à une activité professionnelle, à une activité associative, etc. Et puis, malheureusement, un vieillissement de ce cerveau parce que l'homme, à un moment donné, en termes de son cycle de vie, doit mourir. Et donc, du coup, ce vieillissement du cerveau est parfois accéléré par un certain nombre de maladies, dont les plus connues, Parkinson et Alzheimer. Donc, on voit que ces trois processus dynamiques doivent être pris en compte dans cette question de temporalité. Quelle temporalité pour apprendre? Un deuxième élément que nous apportent les neurosciences, c'est une structuration du cerveau. Une structuration en termes non pas d'hémisphères, puisque cette notion d'hémisphère est actuellement, alors non pas remise en cause parce qu'anatomiquement on la voit, mais remise en cause sur un fonctionnement disjoint de ces deux hémisphères droit, hémisphère gauche. Mais la structuration du cerveau ici se travaille autour de différents lobes et de différentes aires cérébrales. Et vous voyez, vous en avez quelques-unes ici. Alors, c'est un schéma extrêmement simple. Il y a des schémas beaucoup plus complexes. Une première partie en bleu, perception-orientation, qui se situe plus à l'arrière du crâne, dans la zone pariétale et occipitale. Une zone qui intéresse directement la mémoire sur les parties temporales, donc de part et gauche, de part et d'autre. Une zone sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives me permettent d'effectuer des gestes extrêmement précis, dans le cadre de mon ouvrier tout à l'heure, ou dans le cadre d'un mathématicien de mener une analyse mathématique excessivement fine, etc. Les zones qui concernent le langage écrit en jaune ou le langage oral en orange, qui se situent dans les petites zones, soit en avant, soit plus en arrière. La motricité, tout ce qui est le déplacement de la main, l'articulation du pouce en opposition avec les doigts, le mouvement des doigts de pied, notre coordination des gestes lorsque je marche, par exemple, etc. Et puis, une partie qui nous intéresse particulièrement, c'est l'attention, qui s'effectue dans la partie rouge qu'on appelle le cortex préfrontal. Et c'est bien cette zone de cortex préfrontal qui doit être activée, invitée à travailler lorsque je suis dans le cadre d'une résolution de tâches. Enfin, un troisième élément que nous apportent les neurosciences en termes d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle les 4 piliers. Alors, vous les avez ici sous forme schématique, sous forme graphique, mais je vous les remets ici sous forme de texte. D'une part, la motivation, être capable de s'engager dans l'apprentissage. Et bien pour cela, je dois être motivé, je dois avoir envie. Une deuxième chose qui est la nécessité de revenir sur ses erreurs, de comparer avec les autres et de se corriger. Puis, un troisième pilier qui est la consolidation pour automatiser un certain nombre de tâches.
Je prendrai ici l'exemple très fréquent du permis de conduire, où quand on commence la première leçon ou la deuxième leçon à l'occasion du passage du permis de conduire pour coordonner les mouvements entre le clignotant, le volant, la pédale de débrayage, l'accélérateur et le changement de vitesse, c'est une véritable catastrophe. Et heureusement que le moniteur ou la monitrice d'auto-école est à côté de nous pour gérer les erreurs. Donc, du coup, automatiser les tâches et surtout permettre des moments d'inactivité pour pouvoir mémoriser. Et puis, le troisième élément que j'ai mis en gros, c'est l'attention. Et donc, du coup, on va se concentrer sur cette question de l'attention. Gérer l'attention à l'école, c'est s'intéresser à ce qui rentre dans ma tête, au même titre que quelque chose qui rentre dans notre corps. De plus en plus souvent, dans notre société actuelle, on fait attention à ce que l'on mange. Certains vont aller vers des régimes alimentaires spécifiques, d'autres vont plutôt acheter en vrac, d'autres vont acheter bio, etc., etc. Chacun a sa manière de constituer son attention à son régime alimentaire, mais en attendant, on fait de plus attention. Et là, les neuroscientifiques nous disent, mais il faut faire la même chose pour notre cerveau et s'intéresser à ce qui rentre dans notre tête. Et un terme qui a été utilisé très récemment par Jean-Philippe Lachaud, c'est les mentaliments, les aliments mentaux, d'où le terme d'alimentation mentale. Et donc, le programme Atoll va nous permettre de travailler tout ça. Alors voilà, j'ai trouvé sur Internet cette image d'enfant qui est un peu rêveur, pas tout à fait à l'écoute de son enseignant. Et puis, je vous ai mis, bien évidemment, parce que je trouve que ce poème excessivement beau, il n'est pas complet, le poème de Jacques Prévert sur l'oiseau lyre. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, répété, dit le maître. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant, etc. Voilà. Et donc, du coup, on est typiquement dans « je m'évade de la tâche qui m'est demandée parce que je ne suis plus attentif ». Vous avez des enseignants et vous en connaissez, peut-être parmi vous, il y a des enseignants. Quand une porte claque, toutes les têtes se tournent. Quand il y a un bavardage au fond de la classe, encore deux qui ne suivent pas, ça c'est la réflexion de l'enseignant. Une règle qui tombe, hop, ça fait un bruit inutile et ça perturbe. Un souvenir, allons bon, où en est le maître, etc., etc. Bon, tous les enseignants savent que les enfants sont perturbés. Je vais donc passer par un certain nombre d'étapes pour vous présenter ce programme Atoll. Étape 1, c'est mieux comprendre son cerveau. Et ça, c'est un point fondamental dans le programme Atoll. Si je ne comprends pas mon cerveau, alors je ne peux pas le maîtriser. Alors, voilà quelques images de la BD où on associe des images réelles ou des figurations sur ordinateur avec le cerveau dans la BD décrite par Jean-Philippe Lachaud. Et à quoi sert ce cerveau? Ce cerveau, il sert à regarder. Ce cerveau, il sert à décider si je dois acheter du lait parce que j'en aurai plus pour demain matin. Ce cerveau, il m'aide à prendre des décisions et notamment à faire attention pour traverser la rue, etc. Ce cerveau, c'est un ensemble de neurones. Et vous avez en haut, au milieu, le neurone dans la BD. Alors, bien évidemment, on ne va pas très très loin avec les élèves. On va faire comprendre que ce cerveau, ils ont un corps cellulaire, que ça a des dendrites, que ça a un axone, et que ces dendrites et axones permettent aux neurones de discuter entre eux. Et vous voyez ces petites bulles jaunes qui sont ici, qui sont ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et donc, plus il y a de cerveaux connectés entre eux, plus une information va passer très rapidement dans les différentes zones cérébrales. Voilà encore une image des réseaux neuronaux.
hein. Il faut que ces réseaux neuronaux se construisent, se solidifient, hein, pour qu'ils puissent permettre après l'automatisme. Et on montre aux élèves en dessous comment on a une image cérébrale du cerveau, hein, et je vous en ai montré quelques-unes tout à l'heure, en voilà d'autres, hein, où on voit bien les aires cérébrales, et notamment ici l'aire avant, qu'on appelle l'aire des fonctions exécutives, hein, qui s'éclaire parce qu'on demande une tâche très précise à mener. Et donc, du coup, le cerveau est amené à enrichir en oxygène toute cette partie avant du cerveau. Vous avez un auteur qui s'appelle Steve Masson, hein, qui indique que plus on va mettre en place des habitudes de travail, plus on va construire des réseaux de neurones solides, et il compare ces réseaux de neurones solides à un sentier dans la forêt. Si ce sentier est couramment utilisé, à ce moment-là, il va être bien déblayé et on peut s'engager sans aucune difficulté. Mais si je n'utilise que très rarement ce sentier-là, à ce moment-là, les branches, les branchages, les arbustes et autres vont envahir le sentier. Et donc, du coup, mes connexions neuronales associées à ce sentier vont disparaître. Un exemple parmi d'autres, nous avons tous eu, depuis au moins la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale, des cours de langue, une langue jusqu'en 5e, puis deux langues au-delà de la 4e. Et résultat, mais ça c'est un résultat franco-français, peu d'entre nous savent parler couramment une langue, alors qu'on a eu un nombre d'heures de langue relativement important. Qu'est-ce qui fait ça? Deux éléments. D'une part, quand je suis à nouveau dans une situation quotidienne, eh ben, je ne m'entraîne plus à parler la langue, mais d'autre part, surtout, quand je suis en situation de classe, en moyenne dans une année scolaire, un élève dans une classe de 30 élèves va parler environ 2 minutes de langue étrangère. Donc voilà un premier élément, une première étape, apprendre à comprendre mon cerveau. Une deuxième étape, c'est rester connecté. Rester connecté pour se concentrer sur une tâche. Et il est inutile de dire « concentre-toi » parce que ça, c'est quelque chose qui ne marche pas et les enseignants le savent. Plus on répète « concentre-toi », plus ça énerve à la fois l'élève, à la fois le maître ou alors quand ça se passe en famille, les parents. Rester connecté, c'est viser une cible. Quelle est cette cible? C'est la tâche sur laquelle je dois m'appesantir parce qu'on me demande de la résoudre. Je peux la résoudre à petite vitesse ou je peux la résoudre à plus grande vitesse en fonction de mes habiletés. En revanche, rester connecté, ce n'est pas rester connecté en permanence à toutes les sollicitations du monde extérieur. C'est savoir faire des choix sur le mode de connexion. Et en finalisant mon intervention de ce soir-là, j'ai trouvé cette image et vous aurez le lien, comme ça je renvoie à l'auteur de l'image. Le personnage humain qui pense à un millier de choses entre le téléphone, la voiture, le ceci, le cela, et puis son animal préféré, le chien ici, qui pense à quoi? Aux 4 arbres et au soleil, et qui donc est bien moins stressé que l'adulte ici en balade. L'étape 3, c'est engager une action avec une intention. Ici, un exemple, une petite fille qui veut mettre du colorant sur ses ongles. Que fait cette petite fille? Elle a d'abord une intention. L'intention, c'est de passer du vernis à ongles sur ses ongles. Même si ses parents ne sont pas d'accord, peu importe, c'est son intention. Pour ceci, elle a une perception de l'espace et notamment, elle a une perception de la taille excessivement fine
de son ongle. Et puis, elle va avoir une action. L'action, c'est de prendre le pinceau avec le vernis à ongles, avec le colorant, et de l'appliquer délicatement sur son ongle. Donc, on a bien les 3 actions que l'on retrouvait tout à l'heure sur ma temporalité, action, perception, intention, que dans le programme Atoll, on appelle PIM, perception, intention, et M comme manière d'agir. Et si je renvoie à un schéma que je vous ai déjà montré, la perception sera ici sur l'aire visuelle, mais ça pourrait être l'aire auditive. L'intention, c'est qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la tâche? Donc, c'est la consigne à laquelle je dois répondre. Et puis, la manière d'agir, c'est la fonction motrice qui va être mise en œuvre pour, par exemple, passer du vernis à ongles sur l'ongle. Donc, perception, intention, manière d'agir, ou dans notre programme Atoll, pouce, index, majeur. Tant que je ne suis pas capable de dire quelle est ma perception, quelle est mon intention et quelle est ma manière d'agir, je ne suis pas en mesure d'être correctement connecté sur la tâche. Et donc, dans la BD, on insiste là-dessus. Quand tu dois te concentrer, il faut te demander quel est vraiment ton PIM, perception, intention, manière d'agir. Et ceci va permettre de réveiller le réseau de neurones nécessaire à cette tâche. Alors peut-être pas le réseau de neurones, mais l'ensemble des réseaux de neurones qui vont me permettre de. 4e étape, c'est l'équilibre attentionnel. Alors l'équilibre attentionnel, c'est vraiment une idée très très précise qu'a développée fortement Jean-Philippe Lachaud à partir d'un test tout simple. Le test tout simple, il est représenté par les 3 carrés gris que vous avez en haut de l'écran. Premier carré gris, vous avez une lettre, T. Deuxième carré gris, un ensemble de 4 lettres. Et la question est, est-ce que ma lettre T se trouve parmi les 4 lettres? Et puis, en fonction de la réponse, oui, je clique sur la réponse oui, et non, je clique sur la réponse non. Et on fait ça sur tablette. Et donc, à partir de là, la tablette, au bout de l'exercice, qui dure environ 4 minutes, permet de tracer une courbe que vous voyez ici en bleu. Alors, cette courbe a 3 éléments importants. D'une part, des éléments de stabilité, où on a, où on a des réponses extrêmement courtes, extrêmement précises et avec une durée très courte. Et puis, des éléments d'instabilité, où vous voyez que la durée entre les réponses, elle varie énormément. Je réponds vite, puis je réponds plus lentement, etc. Peut-être dû à la fatigue, peut-être parce que je suis distrait, peut-être parce que j'ai mal regardé la lettre et je ne m'en rappelle pas, etc. Et donc, du coup, ça permet de dire, lorsque je suis attentif, c'est comme si je marchais sur une poutre qui est représentée du point A au point B. Tous les points qui sont à l'intérieur de la poutre me permettent de dire que j'effectue correctement la tâche. Tous les points qui sont à l'extérieur de la poutre disent, à un moment donné, j'ai été inattentif et donc, du coup, je suis tombé de ma poutre. Et voilà, en termes de BD, ce que ça donne. Certaines choses demandent d'être vraiment attentif. C'est comme si je traversais une poutre qui peut être étroite, longue et haute. On apporte donc ici aux élèves
le concept de capacité attentionnelle. Capacité attentionnelle en termes de temporalité. Plus la poutre est longue, plus l'exercice est long, plus je dois faire durer mon attention. En termes de perception, est-ce que l'exercice que l'on va me demander, est-ce que la tâche que l'on va me demander, j'en ai une bonne perception? Est-ce que cette tâche est délicate, difficile, et auquel cas la poutre est très haute, ou cette tâche est très facile parce que je l'ai déjà exécutée, et auquel cas la poutre est très basse. Et puis, capacité intentionnelle en termes de stratégie. Quelle est la meilleure stratégie que je dois adopter? Si je ne connais pas la stratégie, à ce moment-là, je vais être sur une poutre très étroite, donc il va falloir que je fasse très attention. Si je connais la stratégie, parce que je l'ai déjà mise en œuvre à un endroit ou à un autre, à ce moment-là, je peux dire que ma poutre est très large. Et donc, du coup, on va arriver à ce schéma de ce type-là, des A verts, la poutre est très large, elle est courte, elle est basse. Des A orange pour passer à des A rouges, la poutre en A rouge, stratégie que je ne connais pas, il faut que je l'apprenne. Une poutre très haute, donc j'ai une mauvaise perception de ce que l'on dit, et puis éventuellement, on me demande d'être attentif pendant une durée que je n'ai jamais pu dépasser. Avec l'idée toute simple, c'est qu'un élève n'est rarement attentif quand il débute sa scolarité plus de 2-3 minutes. Au-delà, nécessairement, il va y avoir des problèmes de distraction. Pas forcément d'inattention, mais de distraction. Donc, du coup, le programmateur apprend à faire repérer aux élèves non seulement quelle est la meilleure stratégie, non seulement la difficulté de la poutre, mais également à augmenter sa capacité attentionnelle en termes de durée. Est-ce que je suis capable d'être attentif pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? Donc, voilà le principe. Comment est la poutre? Longue, courte, haute, basse, etc. Je fais de bêtes erreurs d'inattention. Apprendre à bien évaluer de quel niveau d'attention tu vas avoir besoin. Capacité intentionnelle. Étape 5, prendre conscience des distractions. C'est bien beau de marcher sur une poutre, mais parfois on tombe. Et pourquoi tombe-t-on? Je vous renvoie à notre perception, intention, manière d'agir. Et ici, vous avez le petit bonhomme qui transporte des verres sur un plateau. Et il tire la langue pour montrer que c'est quelque chose pour lui de difficile. Le cercle qui est autour du cerveau ici montre bien que c'est le cortex préfrontal qui est très fortement activé parce qu'il y a une attention forte et qu'il faut que j'utilise la meilleure stratégie pour aller d'un point à un autre avec mon plateau rempli de verre. Malheureusement, une distraction peut me perturber dans cette tâche-là, représentée ici par la petite souris. Je suis distrait et que se passe-t-il? Les verres tombent, patatras, etc. Et donc, du coup, je n'ai pas exécuté la tâche que l'on me demandait. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont deux réseaux neuronaux qui se fâchent, qui s'activent et qui disent « Toi, tu dois continuer ta tâche » ou « Mon regard se tourne vers la petite souris qui passe entre mes jambes. » Qu'est-ce que je dois choisir? Poursuivre ma tâche, quelle que soit la distraction, ou vérifier que la petite souris ne va pas me grimper sur la jambe pour aller me grignoter le fond du pantalon. Voilà, on est bien dans cette situation-là. Je suis donc en situation de choix et
de choix à prioriser. Ce mouvement-là, on l'appelle dans le programme Atoll le mouvement de marionnette. Vous avez des tas de situations au quotidien et je vous engage à les identifier soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'étudiant, soit dans votre milieu professionnel, soit même dans votre vie quotidienne familiale, de voir quelles sont ces distractions qu'on va appeler externes qui nous disent « tu es une marionnette ». Et donc, du coup, on tire des fils qui te détournent de la tâche à effectuer. Ces distractions externes, qui sont invitées par l'image de la marionnette, peuvent être associées également à des distractions internes. Et les distractions internes, c'est d'une part les habitudes, ou plutôt les mauvaises habitudes, et d'autre part les émotions. Parce qu'on sait pertinemment que les émotions ont un rôle central dans l'apprentissage. Deux types de distractions internes, c'est le regard et le regard comparé à une abeille. Ton regard est comme une abeille qui virevolte. Je me tourne de ma tâche parce qu'une ombre apparaît derrière la fenêtre. Je me détourne de ma tâche parce qu'un élève a fait le pitre dans mon dos, etc., etc. Je me détourne de ma tâche lorsque j'écris un SMS alors que je suis en train de traverser la rue. C'est bien le problème du regard qui n'est pas concentré sur la tâche à exécuter. Mais il y a également en termes d'émotion la petite voix, c'est-à-dire les pensées qui nous agitent au quotidien à partir du moment où je me suis levé jusque le soir au coucher. Ces petites voix peuvent être accompagnées d'un immense plaisir, mais parfois ces petites voix sont accompagnées d'émotions extrêmement fortes, notamment lorsque l'élève se trouve dans une situation où les parents se disputent sans arrêt, lorsqu'il se lève et qu'il n'a pas mangé, etc., etc. Donc, je dois être capable de dire à ma petite voix, je dois être capable de dire à mon regard, attention, c'est moi qui décide et j'essaye de refixer la tâche sur laquelle je me suis attaché à résoudre. J'essaye de ne pas penser à la pizza de ce soir parce que je suis en train de résoudre un problème mathématique, ou j'essaye, mais c'est beaucoup plus difficile, de ne pas penser à la maladie de mon papa, même si la leçon d'histoire est très intéressante. Thierry, je vous interromps un court instant parce qu'il est -20. J'ai 3 minutes. Voilà. Donc, il y a quelques questions qui arrivent. Voilà. 3 minutes. La dernière étape, c'est prioriser les tâches. Prioriser les tâches, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque j'ai un problème complexe à résoudre, je dois être capable de le scinder en plusieurs étapes. Chacune de ces étapes, je vais les dissocier pour essayer de mesurer le temps qu'il me faudra pour la résoudre, la stratégie qu'il me faut pour la résoudre et la durée que ça va me prendre. Et alors, dans le programme Atoll, on fait appel à un vieux grand-père qui est la tâche complexe et qui fait appel à plusieurs lutins. Chaque lutin est la tâche simple. Ici, je coupe du bois, je tronçonne le bois en bûche et j'allume le feu. Donc, tout élève doit être en mesure, et ça c'est un apprentissage long dans la durée, de décomposer une tâche complexe en plusieurs tâches simples. Et on appelle ces éléments-là des maximois, c'est le grand-père tâche complexe, et des mini-mois, ce sont les petits lutins, qui sont des tâches beaucoup plus simples. Il est nécessaire de scinder le problème complexe en plusieurs tâches simples
car je sais mener ces plusieurs tâches simples. Et je finis, je reviens sur la photo de cet élève qui me fait rêver et de l'image de la BD qui indique que les neurones décident pour toi et non, notre phrase principale, excusez-moi, c'est toi le chef de ton cerveau. Et on invite véritablement les élèves par le biais de ces outils à faire en sorte que c'est lui qui va prioriser les tâches sur lesquelles il est entraîné à travailler. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, on revient. Donc là, on va alterner pour les questions, Annick et moi-même. Disons que là, j'en prends une. Bonjour. Là, je vous revois, c'est parfait. Je prends une des questions qui est justement sur ce programme Atoll, savoir d'abord si ça doit s'intégrer dans un projet d'école sur les 3 cycles. Est-ce qu'il y a des niveaux de classe? Est-ce que c'est adapté aux familles? Et puis, sur quelle durée ça se fait? Et est-ce que les documents sont accessibles? Enfin, toutes ces questions autour du programme existant, comment s'y intégrer? Alors, c'est un programme qui est entièrement gratuit. Il est accessible sur Internet, sur un site officiel. Anne-Marie, je vous enverrai le lien, comme ça, vous pourrez le transmettre aux auditeurs. C'est un programme qui, initialement, était pensé par Jean-Philippe Lachaud du CP au CM2. Or, nous avons eu beaucoup d'enseignantes qui étaient en maternelle et qui ont souhaité que le programme commence dès la maternelle. Donc, du coup, il est accessible depuis l'âge scolarité obligatoire 3 ans jusqu'aux élèves de CM2. Il peut être prolongé jusqu'en classe de 6e. Au-delà, on s'aperçoit que les vignettes que je vous ai montrées, les petits lutins, les petits personnages, etc., ne satisfont pas des collégiens parce qu'ils trouvent ça trop bébé. Donc, du coup, d'où le programme ADOL qui réfléchit à comment on peut utiliser ces mêmes outils, mais avec des artifices d'illustration différents. Et bien évidemment, ça se travaille en projet d'équipe. C'est-à-dire qu'une classe seule au sein d'une école, ça va être comme un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Les enseignants, alors peut-être, allez, on va être modeste, les enseignants au sein d'un cycle travaillent ça ensemble, et on utilise le même vocabulaire et on utilise la même progression pour les enseignants qui s'y mettent, de manière à ce que l'élève perçoive sa propre progression dans l'utilisation de ces outils-là. Et puis enfin, Jean-Philippe Lachaud a édité depuis très peu un ouvrage spécifiquement dédié aux parents pour que l'apprentissage de l'attention avec les outils Atoll puisse se poursuivre chez les parents. Et notamment, la question du faire ses devoirs, avec les enseignants avec lesquels on a travaillé, ils ont imaginé travailler avec les parents sur pour que je puisse faire mes devoirs, je peux scinder la tâche en plusieurs petites tâches. Et je vous donne un exemple très précis. Au lieu de faire ses devoirs une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est faire ses devoirs 10 minutes, puis je me repose pendant 3-4 minutes, puis je reviens 10 minutes, etc. Et on s'aperçoit au bout du compte qu'au bout de 3 fois 10 minutes, on a achevé ses devoirs au lieu de le faire en 45 minutes et en pleurant et en criant, etc. Merci. Annick, tu prends une question? Oui, je vais prendre la question de la personne qui est enseignante avec des élèves à troubles de l'attention et qui dit « Je suis confrontée à des élèves qui ont des troubles de l'attention et qui, malgré leur décision de rester concentrés, n'ont pas de prise sur la déconnexion de leur cerveau. Comment les aider ?» Il y a une chose importante, et ça c'est dans le préambule du dispositif Atoll, c'est que tous les outils qui sont mis à disposition des enseignants sont des outils qui s'adressent à tous les élèves
quelle que soit leur situation. Hein, des élèves dits, entre guillemets, normaux et des élèves dits en situation de handicap, notamment les TDAH. Bien. Ce ne sont pas des outils qui sont là pour remédier à un problème de handicap et donc de maladie, on va dire. Ça, très clairement. Et ce n'est pas fait pour ça. En revanche, je crois que pour remédier à des situations qui sont décrites dans la question, il n'y a que le long terme qui puisse répondre à ça. C'est-à-dire quand je repère un enfant en TDAH, par exemple en fin de maternelle, si j'utilise des outils issus, par exemple, du programme ATOL, il faut que les enseignants qui vont suivre cet élève dans les classes supérieures utilisent les mêmes outils pour que ça puisse avoir un impact positif en termes de durée. C'est sûr que si un enseignant utilise tel ou tel outil, puis l'enfant change de classe et l'enseignant utilise d'autres outils, etc., ça ne va pas faciliter la situation, bien au contraire, ça va l'empirer. Alors, il y avait aussi une sorte de plainte du prof face à la surcharge, justement, et de toutes les distractions qu'il y a quand on est en cours, entre le contenu du cours, l'élève perturbateur, le tableau, la sonnerie, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur comment faire fonctionner le cerveau du prof dans ces situations? Lorsque je fais de la formation sur le dispositif ATOL, je commence toujours par une première demi-journée à faire percevoir aux enseignants que finalement, une bonne partie des distractions sont dues à l'enseignant lui-même. Ça ne fait pas plaisir, hein, je vous assure que c'est une remise en cause des pratiques, mais c'est très intéressant quand même. Parce que quand on va étudier ce qu'on appelle les micro-gestes pédagogiques, on s'aperçoit que tout enseignant, mais même moi en termes de formateur, hein, on a des habitudes, hein, on a peut-être des tocs, allons jusque-là, qui font qu'on ne facilite pas la tâche des élèves. Et donc, du coup, on les distrait. Je prends un exemple que je donne très très souvent, et je l'ai donné encore il y a peu de temps à mes stagiaires que j'accompagne. Lorsqu'on donne une consigne, on s'aperçoit que donner une consigne, bien souvent, quand on arrive au bout de la consigne, l'élève qui a eu une écoute un peu plus faiblarde que l'autre a oublié le début de la consigne. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'a pas pris la mesure concrète, réelle, que pour être attentif à une consigne, il faut la découper en petits morceaux, en petites phrases, et qu'il y ait une réponse attentive des élèves à chaque phrase. Ne serait-ce que ça, on permettrait aux élèves de. Mais c'est une réponse qui interroge la pratique de l'enseignant. Annick? Moi, j'avais pas d'autres questions. Il y avait des témoignages aussi. Enseignante en CP, je pratique ATOL. Les parents me disent que les élèves utilisent ce que l'on apprend en classe à la maison, notamment le mot-clé contact pour se mettre en connexion avec les autres et le fait que le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les élèves, effectivement, intègrent et restituent au-delà de l'école. Oui, tout à fait. Et alors là, je crois que c'est absolument fondamental que quand on commence à mettre en place le programme ATOL dans les écoles ou dans des classes, il faut faire une rencontre avec les parents pour leur expliquer ce qu'est le programme ATOL. Hein, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un truc à la mode, hein, c'est vraiment quelque chose qui est pédagogiquement solide et qui, en plus, sur un plan scientifique, est solide. Et donc, du coup, on explique aux parents par une conférence, alors soit de rentrée, soit à l'occasion d'une réunion de début d'année scolaire, on explique aux parents hein, comment est-ce que ça va fonctionner, quels sont les mots-clés qu'ils risquent d'entendre chez eux, de retour chez eux, et comment est-ce qu'eux, ils peuvent les utiliser à la maison.
Et par l'explication et la bonne connaissance des parents de ce programme ATOL, à ce moment-là, ça facilite très clairement le passage de l'école à la maison. Alors, il y a des questions sur justement ADOL. Donc, ADOL, visiblement, il y a un besoin d'ADOL, puisqu'on me demande s'il y aura des ressources accessibles, quand. Il y a des questions sur et en 6e, 5e, comment faire, etc. Donc, parce que l'adaptation des dessins, tout ça, qui sont pour le primaire, sont bientôt faites. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, le programme ADOL, il y a déjà un kit du programme ADOL sur le site de ATOL, que l'on peut télécharger, qui est gratuit également, et qui donne un certain nombre d'outils pour les adolescents et qui transforme les illustrations, les vignettes et les supports des élèves de l'école primaire vers des élèves de collège. En revanche, il y a deux contraintes à ce programme ADOL. C'est que d'une part, on a peu d'enseignants des collèges qui acceptent de travailler avec l'équipe de Jean-Philippe Lachaud pour œuvrer au développement du programme ADOL. Alors que autant du côté de l'école primaire, maintenant, je crois qu'il y a près d'1 millier d'enseignants qui se sont lancés et donc du coup, ça permet de le faire, de l'enrichir. Autant du côté d'ADOL, de ce côté-là, ça coince. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent en collège, je vous invite à contacter Jean-Philippe Lachaud via l'INSERM pour lui proposer de travailler avec lui et d'être classe un peu référente et puis classe d'essai d'action recherche. Un deuxième élément, et là je m'en suis aperçu également, c'est que des enseignants du second degré disent autant dans des classes d'examen de première terminale, ça fonctionne parce que ça permet aussi aux élèves de réviser dans de bonnes conditions et notamment tous les passages du bac. Autant dans des classes de 4e, 3e, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est même dans une situation où les élèves refusent d'adhérer à cette proposition. Mais là, on a toute cette tranche d'âge de préadolescence ou même d'adolescence qui pose problème en termes de saturation, d'hyperconnexion, mais à la fois de très grandes difficultés parce qu'une inattention exacerbée de tous les côtés. Donc là, il y a un problème, mais qui pour l'instant n'a pas de recette miracle. En revanche, le kit ADOL existe. Il est à améliorer, mais il existe. Il y avait une question sur une diapo qui était au début, qui était une diapo sur la temporalité. Oui. Et il y avait une échelle avec des puissances. Oui. C'était juste pour la compréhension de cette diapo que nous allons tous retrouver puisque nous allons tous avoir votre PowerPoint, enfin votre diaporama. Donc pour la lecture, quand on va reprendre vos documents très riches et qu'on va regarder de très près, comment on lit ces puissances de 10? Alors, pour la temporalité, la ligne du dessus, c'est 10 moins 3 secondes, donc c'est des millisecondes. Pour l'apprentissage, ça va de l'apprentissage excessivement court à l'apprentissage beaucoup plus long. Donc là, on est en années. Et puis après, sur le vieillissement, on est en dizaines d'années. C'est ça l'échelle de temps. Mais, du coup, avant de vous envoyer le diaporama, je remettrai en clair, parce qu'en plus, la diapo le document est flou, donc je remettrai en clair la temporalité. Comme ça, vous les verrez bien. Mais c'est une échelle en secondes, d'où les puissances de. Voilà. D'accord. Et du coup, je reprends juste, il y a deux questions autour du programme. Se former au programme ATOL, comment on fait? Et devenir formateur ATOL, comment on fait? Alors, je réponds à la première. Se former au programme ATOL, eh ben, il suffit de solliciter un des instituts qui propose des formations sur le programme ATOL.
Alors, il y en a au moins un, c'est celui que je dirige, hein, puisqu'on a une petite équipe. Il y a un Donc, à autre. Lyon. Pardon. À Lyon, donc. Voilà. Après, il y a un autre site, c'est Lille, avec ma collègue Bénédicte Dubois, hein, qui est partie prenante. Et puis après, on a une ou deux collègues, notamment dans le sud-ouest de la France, vers Bayonne, Biarritz et puis Pau, hein, qui se sont fortement formés. Après, Il manque un pôle en région parisienne. ah, tout à fait, oui. Alors après, nous, on a de la peine à répondre à toutes les demandes. Et effectivement, s'il y a des personnes qui souhaitent devenir formatrices Atoll, je ne peux que les encourager. Et on constitue un groupe de formation de formateurs, on les forme et après, ça permet de diffuser ce programme sur le territoire national. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, il suffit de me contacter. Et puis, on peut lancer ça. Je serais très, très heureux de le faire parce que notre petite équipe, alors déjà, ce sont des enseignants à temps plein. Et puis ensuite, on a des possibilités limitées en termes de jours de formation les mercredis et sur les vacances. Donc, je ne peux que solliciter les personnes pour devenir formatrices Atoll ou formateurs. Donc, pour Atoll, c'est vous que l'on contacte. Et pour Adol, c'est Monsieur Lachaud. Oui, tout à fait. Annick a une petite question, là, il me semble. J'étais en train de regarder aussi comment récupérer le kit. En fait, il faut se connecter, il faut se faire enregistrer sur le site et le kit ensuite est en libre accès. Voilà, Mais on c'est ne peut ça. pas l'avoir comme ça d'une manière totalement publique. Il y a un minimum de repérage, voilà, d'informations à donner à l'association. Voilà. Vous avez également sur le site Magistère, pour ceux qui ont accès au site Magistère avec une adresse académique, vous pouvez accéder à des ressources Atoll. Et puis, vous avez tout le kit Atoll qui va paraître en mars 2021, c'est-à-dire dans 1 mois et demi maintenant. Alors, sous forme, alors là, pas gratuite puisque c'est un éditeur qui va le publier. Mais donc, tous les documents seront rassemblés au sein d'un même ouvrage. Voilà. Une question aussi sur un MOOC, sur l'attention, ça s'apprend. Est-ce que vous allez le refaire, le réactiver? Alors ça, c'est Jean-Philippe Lachaud qui l'avait mis en place. Il l'a mis en place 2 fois. Je ne suis pas sûr que ça reprenne. Voilà. Par contre, on peut accéder au MOOC. On peut le faire, le MOOC. La seule chose que l'on n'a pas, c'est les réponses aux questions, etc. Mais on peut balayer les vidéos du MOOC et tous les textes de référence, etc. Ça, on peut tout à fait le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, on peut se donner une certaine sagesse de lecture en se disant, je prends une activité chaque semaine, par exemple. Il est tout à fait accessible. Moi, j'ai récupéré toutes les vidéos, les petites vidéos, je les ai toutes récupérées sur mon ordinateur, donc je les ai téléchargées et je les utilise régulièrement quand je fais de la formation. Une autre question aussi pour contacter Jean-Philippe Lachaud, comment s'y prend? Est-ce qu'il a un mail, un email académique? Alors, il a un mail INSERM que je vais, le temps qu'on me pose la deuxième question, je vous le mets dans la conversation. D'accord. Il y avait une question sur le lien avec la prévention de la surexposition aux écrans des petits-enfants. C'est une vraie question, effectivement, et c'est d'autant plus une question qu'on demande aux écoles d'utiliser de plus en plus les outils numériques. Voilà. Et de faire en sorte que l'usage notamment de l'ordinateur soit présent dans toutes les écoles. Je ne sais pas si vous avez vu très récemment paraître le plan numérique, énième plan numérique pour les écoles du premier degré, avec des aides de l'État assez importantes pour équiper les écoles
en ordinateur, vidéoprojecteur, tablette, etc. Il y a quelqu'un qui parle de formation par l'UXEL, donc l'organisme des professeurs de sport. Attendez, Anne-Marie, je vais finir ma réponse parce que je n'ai pas fini. En revanche, je crois que le programmaton ne répond pas à la question des écrans pour les élèves. Ça, c'est clair. En revanche, le programmaton peut tout à fait répondre à lorsque je suis attentif à une tâche, je suis attentif à cette tâche parce que j'ai une intention qui est derrière. Lorsque je me connecte sur un jeu, j'ai une intention qui est derrière, c'est de réussir ce jeu et d'arriver à l'étape 2, à l'étape 3, etc., etc. Mais je dois être garant aussi de ma capacité à dire stop et à me déconnecter. Vous savez, c'est l'un des piliers de l'apprentissage, savoir se déconnecter et avoir des périodes de repos. Donc, je mélange Atoll, je dois être attentif à ce sur quoi je suis connecté et l'un des piliers d'apprentissage, je dois être en capacité de déconnecter. Donc, du coup, j'apprends à me servir durablement des outils qui sont à ma disposition. Et je ne suis pas dans une gloutonnerie attentionnelle parce que le téléphone, l'ordinateur, la télé, etc., me demandent sans arrêt, alors non pas d'être attentif parce que ce n'est pas de l'attention, mais sans arrêt dans la même disposition cognitive, c'est-à-dire que je n'apprends rien. Je zappe à tout bout de champ. Alors, comment fait-on pour contacter Monsieur Chevalier? Alors, j'envoie... Est-ce que je peux... Accéder au chat, oui, en bas. Bon, mais Anne-Marie, je vous envoie l'adresse de Jean-Philippe Lachaud. Oui. Tac. Voilà, vous avez dû la recevoir. Et puis, pour me contacter, vous avez mon adresse mail, vous pouvez la donner, hein, il n'y a aucun souci. Attendez. Attendez. À tout le monde. Donc, en voilà une. Et alors, la vôtre, on la mettra avec le... Voilà. La vôtre, on la mettra avec l'envoi du PowerPoint. Voilà, tout à fait. Voilà. Vous m'aviez dit que vous deviez rendre la salle à 19h. C'est bon? Elle est disponible. Donc, on peut poursuivre un petit peu. Comment travailler le concept du choix et de l'intention avec les élèves? Le concept du choix, moi je dirais, c'est mon étape 6, c'est quand je suis dans le maximum mini-moi. C'est-à-dire que si je dois faire un choix, c'est pour répondre à un moment précis de mon quotidien. Quel est ce moment précis de mon quotidien? Est-ce que c'est traverser la route? Auquel cas, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde le feu vert, etc., et je passe sur le passage piéton. Et une fois que je suis de l'autre côté de la route, à ce moment-là, je peux répondre à un SMS. Je crois que c'est vraiment cette idée de dire j'ai un SMS, j'ai un coup de téléphone et je dois traverser la route. C'est une tâche complexe. Mon cerveau ne peut faire qu'une tâche à la fois, donc je priorise. Soit je réponds au SMS et du coup je traverserai la route après, soit je traverse la route et je réponds à mon SMS après. Et pour les élèves, on est bien dans cette situation-là également. On les met en situation de résoudre un problème mathématique. Quelle est la première étape que je dois faire? C'est lire le concept. Quelle est la deuxième étape que je dois faire? C'est repérer les données chiffrées dans cette étape. La troisième étape, c'est
Quelle est la question? Et à partir du moment où j'ai lu l'énoncé, j'ai repéré les données chiffrées et j'ai lu la question, à ce moment-là, je mets en place ma stratégie. La stratégie, c'est j'utilise une addition, une multiplication, une division. Et si entre les deux, je ne sais pas faire, à ce moment-là, je mets, alors c'est ce qu'on utilise dans les outils Atoll, je mets un petit dispositif que j'ai sur la table, je demande de l'aide. Et à ce moment-là, je n'ai même pas besoin de lever le doigt, je demande de l'aide. Et donc, du coup, l'enseignant qui est à l'aise avec cet outil-là voit sur la table poser le cube, on utilise un gros dé, je demande de l'aide, et donc, du coup, se dirige vers l'élève en question. Et dans les classes avec lesquelles on a travaillé, ça marche remarquablement bien. Quand on a une situation soit de groupe, soit individuelle, hein, il n'y a plus de levée de doigts, hein, mais il y a bien le cube. Quand le cube est en phase verte, ça veut dire que tout va bien. Quand le cube est en phase orange, avec par exemple un triangle en travers, c'est j'ai besoin d'aide. Et quand le cube est en phase rouge, ça veut dire que mon attention, elle a complètement explosé. Et là, il faut m'autoriser à me lever, faire le tour de ma chaise, hein, faire trois exercices, etc., pour que je revienne à mon travail. Et donc, du coup, c'est vraiment l'élève qui se prend en autogestion de son activité. Et vous voyez bien que pour arriver à ça, eh bien, il y a un temps d'apprentissage qui peut être plus ou moins long selon les élèves. Quand un élève a besoin de se lever en classe, alors, parfois on dit qu'il est perturbateur. C'est vrai qu'il est perturbateur et c'est vrai qu'il va distraire les autres. Sauf que si c'est expliqué dans le cadre de la classe que si un élève se lève parce qu'il a la face rouge de son dé, ça veut dire qu'il ne peut plus maintenir son attention. Donc, du coup, c'est connu de toute la classe. Il se lève parce qu'il doit se reposer. Ah, c'est des pratiques de classe qui peuvent être développées. Et quand vous êtes au travail, les unes et les autres, et que notamment, alors, pas en tant qu'enseignant, c'est vrai, c'est différent, mais quand on est au travail et qu'on a envie d'aller prendre un café, hein, ben, on se déplace de son bureau, on va prendre sa tasse à café, etc. Et ce déplacement vers la tasse à café ou ce déplacement vers, malheureusement, la cigarette, c'est identique à l'élève qui se déplace dans la classe. C'est qu'on a besoin, à un moment donné, de déconnecter. Bon, écoutez, j'ai donné votre adresse sur le chat. Voilà, donc vous allez recevoir du courrier. Je reçois beaucoup de messages demandant d'envoyer l'enregistrement. De toute façon, il sera diffusé plus tard sur le SoundCloud de l'ICP, mais je l'enverrai à ceux qui me le demanderont bientôt. Voilà. Et voilà, il est 19h09, je pense qu'on peut considérer, sauf si vous avez quelque chose pour conclure, mais tout le monde est en train de dire merci beaucoup, etc. Et des activités, dernière chose, des activités pour conseiller aux lycéens, aux collégiens, pour se concentrer mieux. Ah, je renverrai aux travaux de Steve Masson. Alors là, c'est pareil, je vous enverrai un lien, Anne-Marie, oui. De Steve Masson. Steve Masson, alors on ne va pas refaire une conférence parce que ça pourrait, hein, mais il dit deux choses très très importantes. Trois choses. Il dit, ça ne sert à rien d'avoir une activité de révision extrêmement longue. Il faut réviser sur un temps court, se poser, déconnecter, faire des exercices associés, puis reprendre, etc. C'est-à-dire que, alors, à chaque étudiant et à chaque lycéen de se construire sa propre stratégie, c'est au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes de révision, je m'arrête et je me pose des questions.
Alors, les questions pourront être posées éventuellement par un tiers. Hein. Ça peut être les parents, ça peut être un autre camarade, etc. Et on reprend, etc. Et la somme de ces petites phases de révision vaut bien mieux en termes de mémorisation qu'une révision extrêmement longue qui va passer à un oubli très fort. Parce que le cerveau ne peut pas mémoriser s'il n'y a pas des phases de déconnexion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il dit, c'est la question du sommeil. Et ça, tout le monde le sait. Et quand on dit sommeil, ça veut dire qu'on se déconnecte des outils, quels qu'ils soient, pendant un laps de temps. Et vous savez tous comme moi qu'un laps de temps correct pour un adolescent de cet âge-là, c'est entre 7 et 9 heures, quoi. Mais voilà. Et puis, une troisième idée que je trouve très intéressante, mais là, il faut aller vraiment voir le MOOC de Steve Masson, qui dure à peu près 1 heure, mais je trouve que c'est très, très intéressant, sur l'idée fausse que de stabiloter un texte, que de stabiloter des cours, ne sert strictement à rien en termes de mémorisation. Mais je n'en dis pas plus parce que ce serait trop long. Il faut vraiment aller écouter le MOOC de Steve Masson. Et quand je vois le nombre d'étudiants, 80%, qui utilisent de manière astronomique des stabilos, et ça fait marcher tous les marchands de stabilos, hein, alors qu'on sait pertinemment qu'en termes de physiologie cérébrale, ça ne sert à rien. Voilà. Juste, il y a plusieurs questions sur ce MOOC. Est-ce que sur votre diaporama, vous pourriez faire une dernière vignette où vous donnez justement le lien vers ce MOOC? Oui, tout à fait. Hein? Voilà. Donc, comme ça, après, les gens pourront poursuivre leur formation, puisque là, pour certains, c'est le début de quelque chose. Voilà. Il semblerait que le lien du MOOC soit sur le site Atoll. Mais enfin, si on le remet, ça sera bien. Anne-Marie, Steve Masson, il a une chaîne YouTube. Steve Masson a une chaîne YouTube. Oui. Et donc, puis sur Pearl Trees aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Pearl Trees. Oui. Voilà. Et donc, du coup, j'ai vu la vidéo sur Pearl Trees il y a 2 jours. Voilà. Je vais mettre l'adresse, le lien vers sa chaîne. Alors, Steve Masson, en plus, c'est un Canadien, un Québécois, et avec l'accent extraordinaire des Québécois, c'est assez fabuleux. Voilà. Il y en a qui disent on ne peut pas partir, c'est trop passionnant, mais on va partir quand même. Voilà. En vous remerciant beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, on garde le contact. C'était très intéressant. Enfin, de toute façon, vous aurez le chat. Je vais tout récupérer. Vous recevrez tout ça. Donc là, c'est merci, bonne soirée. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça donne envie de commencer une grande aventure. Voilà une belle conclusion. Oui, c'est une grande aventure. Alors, peut-être en conclusion, c'est une grande aventure qui est très intéressante, qui est très prenante, mais qui est complexe et dans laquelle il faut y aller petit à petit, accompagné avec des collègues. Je pense qu'il faut vraiment y aller un groupe, ensemble, parce que ce qu'aura vu un enrichira ce que les autres verront, etc. Il ne faut pas y aller tout seul. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à vous. Donc, tout le monde aura le PowerPoint dans la semaine. Bonne soirée, bonne fin de semaine et puis bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances dès samedi. Merci, je vous ai écouté. J'étais une ancienne de vos élèves de l'oratoire. Ouah, Agnès. Monnier-Mongieux. D'accord. Mais c'est vieux, 90-92. Ah, ça ne me rajeunit pas. Hein. C'est amusant. Alors, ça m'a rappelé l'oratoire. Il n'y a plus l'école d'application. Ça a l'air de machin maintenant. D'accord. L'école est toujours là, mais voilà. Super, merci. Merci. C'était amusant. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci.